Salut la bande de nazes! Alors j'ai voulu essayer un jeu de dinosaures, le truc de Phil Spencer, sur son Game Pass. Vous savez, le truc concurrentiel par rapport à mon beau GeForce Now. Alors j'ai sorti ma meilleure carte, une RTX 3090. Et ensuite, j'ai lancé le fameux jeu. Eh bien, vous savez, j'ai compris pourquoi la race des dinosaures était éteinte. Et ça vaut mieux comme ça. Phil, sérieux, c'est quoi ce Jurassic Park du pauvre? Phil, explique-moi un truc là, j'ai pas compris. Microsoft s'est fait un max de pognon là, on est d'accord, hein? Yeah, c'est vrai. On a fait un max de pognon, c'est absolument incroyable. Du coup, Phil, il y a un truc que je comprends pas bien avec tout ce pognon. Vous pouviez pas proposer autre chose là? Que ce truc de dinosaure là, tout boisi? Non mais franchement. Oui, je me suis dit, The Returnal ne risque rien du tout quand j'ai vu leur jeu de dinosaures. Là, franchement, j'étais mort de rire. Justement, monsieur Ryan, expliquez-moi pourquoi on trouve sur le PlayStation Store The Returnal à 80 € alors qu'on le trouve en physique en magasin à 62 €. Yeah, écoute, en fait, on veut se faire de la thune, pognon is pognon. Et si on peut vendre plus cher, on le fera. Et arrête avec tes questions. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette Actu du Geek, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler bien entendu de Xbox et de PlayStation, de Sony et de Microsoft, des résultats fantastiques qu'ils ont eu au premier trimestre 2021. Mais vous allez voir que finalement, eh bien, ça ne change pas tellement vis-à-vis du passé, je vais vous expliquer pourquoi. On va également parler de Second Extinction, et oui, le nouveau jeu qui est arrivé, le jeu de dinosaures qui est arrivé sur Game Pass, et on va parler aussi de The Medium parce que j'ai fini ce jeu et j'ai pas mal de choses à dire dessus. Alors commençons tout de suite par les chiffres d'affaires Microsoft et Sony. Vous avez vu l'excellent chiffre d'affaires qu'a fait Microsoft et Sony, on en parlera après bien entendu. Donc c'est 43 milliards de dollars pour le premier trimestre 2021 en chiffre d'affaires, c'est quand même assez extraordinaire. Pour rappel, c'était 35 milliards en 2020. Donc il y a quand même une sacrée progression côté Microsoft. Et c'est 15,5 milliards de bénéfices en 2021 contre 10,75 en 2020. Donc là aussi une forte progression des bénéfices. Et là-dedans, ce qui nous intéresse finalement, c'est Xbox, parce qu'il y a beaucoup de parties qui composent ce chiffre d'affaires chez Microsoft. Et chez Xbox, qu'est-ce qu'on a? On a 3,5 milliards de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2021. 3,5 milliards, c'est quand même pas si mal que ça pour la partie jeu de Xbox. Donc bien entendu, vous avez entendu parler de ce chiffre de 232% d'augmentation en termes de matériel, c'est-à-dire le côté matériel a augmenté de 232%. Oui, mais bon, c'est un peu logique, je veux dire, la Xbox One, on savait en plus que la Xbox Series X allait arriver en novembre, la Xbox One et la Xbox One X, elles ont diminué en vente fortement en début 2020, c'est assez logique, et donc maintenant ça a augmenté fortement. Ce chiffre-là, on ne peut pas quand même le comparer vraiment, même s'il y a pas mal de consoles qui sont vendues, le maximum en fait, puisqu'il y a rupture de stock là aussi sur la Xbox Series X. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les services ont augmenté, les services et abonnements ont augmenté énormément, puisqu'on est à 739 millions, ça a augmenté de 34%, donc ça veut dire que ça marche bien. Bah oui, on le sait, le Game Pass, j'en ai parlé dans une des précédentes vidéos, le Game Pass a fortement augmenté, on a à peu près 23 millions d'abonnés, là où l'année dernière, on était à 10 millions début 2020, donc vous voyez, la progression est juste extraordinaire, même si effectivement certains m'ont dit oui mais moi j'ai des moyens d'avoir l'abonnement moins cher, etc. Il y a quand même une forte progression de l'abonnement et de gens qui payent l'abonnement, je pense. À noter aussi un fait assez intéressant, le Surface PC, vous savez qu'ils font des PC aussi Microsoft, le Surface en l'occurrence, c'est Surface et Surface Pro, et bien les Surface PC en dernier trimestre 2020 ils ont rapporté 2 milliards et ce trimestre là ils ont rapporté quand même, ce qui est on va dire un trimestre un peu plus flou, un peu plus bas, et bien ils ont quand même rapporté 1,5 milliard de chiffre d'affaires. 1,5 milliard de chiffre d'affaires sur le Surface PC, ce n'est pas négligeable non plus. Alors là où je voulais en venir, c'est que si vous regardez le chiffre d'affaires premier trimestre 2021 de Microsoft vis-à-vis du chiffre d'affaires de Xbox, eh bien on s'aperçoit que Xbox représente 8,5% de la surface totale du chiffre d'affaires de Microsoft. C'est-à-dire que ça n'a pas changé vis-à-vis de l'année dernière, c'était entre 8 et 9%. On est à peu près dans les mêmes chiffres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forte progression, qu'il y a une forte progression de l'ensemble de Microsoft. Mais ça veut dire que ça reste une part, on va dire de 8 à 9% dans Microsoft,
Ce qui leur permet, c'est ça qui est important, d'avoir des pertes potentielles sur ce secteur, sur Xbox, et ça n'impacte pas fortement l'ensemble de Microsoft. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'avoir des consoles qui sont vendues à perte, ce qui est actuellement quand même le cas, on le sait. C'est aussi le cas pour peut-être le Game Pass, qui n'est peut-être pas encore tout à fait rentable, même si à côté, ils gagnent beaucoup avec les microtransactions, les DLC, les jeux qui sont achetés à côté, ils gagnent énormément. Mais si on prend que le Game Pass pur, peut-être qu'ils n'ont pas encore la rentabilité voulue. Mais ça n'est pas grave, parce que Microsoft, ils misent sur le long terme, comme je vous l'ai expliqué, et si ça pèse 8 à 9% et que les pertes ne sont pas quand même colossales, ce qui est le cas, eh bien Microsoft, vu les bénéfices qu'ils ont fait, peuvent supporter ça encore de longues années, et donc attendre tranquillement que toute la mayonnaise, comme on dit, prenne. Alors côté PlayStation, eh bien ils ont fait 2,7 milliards le dernier trimestre 2020. Côté bénéfices, ce qui est juste énorme, ils ont fait 6,9 milliards PlayStation de chiffre d'affaires. Et Sony avait fait à la même période 21 milliards. Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est que là vous voyez, on est plutôt autour de 30-33%. C'est-à-dire que PlayStation pèse dans le chiffre d'affaires global de Sony, il pèse 30 à 33%. Là, il y a même une petite augmentation par rapport à 2020 et c'est juste énorme. C'est pour ça que les pertes sur PlayStation seraient quand même catastrophiques sur le secteur PlayStation dans Sony. Mais ce n'est pas le cas. Ils font des bénéfices et ils en font même beaucoup. Ainsi, sur l'année fiscale mars 2020 à mars 2021, PlayStation, ils ont fait 24 milliards, un peu plus de 24 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est quand même colossal. Ils ont vendu sur la PS4 et la PS5, en l'occurrence, plus de 339 millions de jeux sur cette année-là également, ce qui est quand même énorme. Ils ont 47 millions d'abonnés sur le PS Plus, donc voilà, PlayStation est en grande forme aussi en ce moment. Mais il y a des chiffres assez intéressants. Sony ne récupère que 10 à 15% sur les jeux tiers qui sont en boîte. Or, sur les jeux dématérialisés, ils récupèrent 30%, ainsi que sur tous les DLC et les microtransactions. Voilà pourquoi le dématérialisé intéresse fortement Sony. Ils ne sont pas les seuls, entre guillemets, mais Sony est très intéressé par le dématérialisé. Et voilà pourquoi on a peut-être une PS5 dématérialisée aussi, pour concurrencer à l'époque, effectivement, la potentielle Xbox Series S vis-à-vis de la Xbox Series X, caler une console entre les deux. Mais aussi parce que, eh bien, côté dématérialisé, Sony gagne beaucoup plus, comme je vais vous montrer les chiffres qui vont suivre. Ainsi, sur le graphique que vous voyez, les jeux physiques rapportent moins de 6% sur le CA global de PlayStation, alors que les jeux dématérialisés rapportent plus de 20%. Et les microtransactions, DLC et tout ça rapportent plus de 34%. Vous comprenez tout l'intérêt du dématérialisé et des microtransactions. Les consoles rapportent 19% dans ces chiffres total, 19,5%. C'est à peu près pareil, je crois que c'est 15% chez Microsoft. On est à peu près dans le même taux. Et ensuite, il y a les abonnements qui rapportent 14%. Et ensuite, les accessoires qui rapportent quand même un peu plus de 6%. Autre chiffre intéressant, Sony a mis 1,5 milliard supplémentaire sur la R&D chez PlayStation. On peut imaginer la VR2 par exemple, on peut imaginer plein de choses, la future PS6, etc., etc., des accessoires divers et variés. Microsoft doit mettre également des chiffres assez énormes, on peut en être sûr, mais je n'ai pas obtenu les chiffres en question. Donc malgré que les consoles sont encore vendues à perte, mais cela n'entame en rien la bonne santé, on l'a vu, de ces deux entreprises qui font des profits records grâce aux jeux, grâce aux microtransactions, grâce aux abonnements en l'occurrence, c'est-à-dire tout l'univers en dehors du hardware. C'est-à-dire que c'est le soft finalement qui rapporte beaucoup plus, et on le sait, que le hardware qui lui est vendu soit au niveau du prix juste, soit à perte au niveau des consoles, je le précise, c'est pas tout à fait le cas pour les cartes graphiques de chez Nvidia et de chez AMD. Ah, et maintenant, on va parler de quoi? On va parler du jeu de Dino, et oui, on va parler de Second Extinction. Donc j'ai joué quelques heures, donc difficile de juger un jeu au bout de quelques heures, mais je vais quand même vous donner mon sentiment sur l'aspect technique et sur la jouabilité et sur le jeu en lui-même. Donc déjà c'est un jeu coop 3, c'est-à-dire qu'on va jouer en coopération à 3 ou en mode solo, bien entendu on peut jouer aussi en mode solo, donc ça me fait vraiment penser à Outriders en l'occurrence, où on peut jouer à 3 aussi. Alors, contrairement à Outriders, tout de suite, la première comparaison que je vais faire, c'est qu'il y a un mode campagne, c'est un mode histoire. Ce mode-là, par rapport à Outriders, est quand même un petit peu plus léger, je dirais, parce qu'à Outriders, il y avait quand même une histoire de fond qui était assez intéressante finalement. Alors que là, je sens, c'est le début, mais je sens que l'histoire, c'est juste pour le fun, parce qu'en fait, il n'y a pas d'histoire, grosso modo.
Il y a un autre mode aussi, exploration, que je vous conseille, parce que le mode campagne, j'y ai joué en solo, et la première critique, la première grosse critique que je vais faire sur ce jeu, c'est que c'est à peu près injouable, c'est-à-dire que grosso modo, vous allez avoir des tas et des tas d'ennemis qui vont arriver. De plus, en difficulté, vous avez que le mode normal, difficile ou extrême, et donc quand vous mettez en mode normal, et bien déjà c'est quasiment injouable, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des ennemis qui arrivent, donc vous pouvez en combattre, des hordes, mais à un moment donné, il y a des moments où c'est plus possible, en mode campagne, je précise, hein, c'est plus possible, parce que voilà, ils arrivent, et donc vous finissez par mourir tout seul. Donc il vaut mieux être à 3 pour faire les aventures. Je pense qu'ils n'ont pas calibré le mode solo. Ils ont calibré pour 3 joueurs, mais pas pour le mode solo, c'est ce que je pense, hein. Alors peut-on le comparer vraiment à Outriders? Il faut faire quand même attention. Outriders, c'est un semi-ouvert, c'est un monde semi-ouvert. Là, c'est vraiment un FPS. D'ailleurs, Outriders, c'est un TPS, c'est la troisième personne. Là, c'est un FPS, première personne. Mais surtout, c'est un monde totalement ouvert, contrairement à Outriders, où c'est semi-ouvert. Donc, c'est quand même plus difficile en termes de programmation, pour les développeurs en l'occurrence. Le monde en lui-même, il n'y a rien de révolutionnaire. En tout cas, de ce que j'ai vu, il n'y a rien qui m'a vraiment hypé, je vous le dis honnêtement. C'est correct. En termes de qualité visuelle, c'est pas non plus super extraordinaire, c'est loin de ce qu'on peut attendre d'une next-gen ou même d'un jeu 2020-2021, c'est du déjà vu. Les ennemis, c'est des dinosaures, il y a quelques races de dinosaures différentes, là aussi, alors ils sont par contre assez véloces, il faut bien le reconnaître, ils sont très actifs, hein. Ils vous entourent, ils essaient de vous entourer et ils vous attaquent surtout tout le temps. La jouabilité par contre, elle est efficace, elle est nerveuse, c'est rapide, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, pour le reste, là aussi par rapport à Outriders, je compare beaucoup avec Outriders parce que j'ai joué récemment à Outriders. Bon, l'évolution du personnage est limitée, il y a plusieurs classes, il y a 5 classes de personnages, je les trouve beaucoup moins distinctes que ce qu'on peut trouver dans Outriders où les classes de personnages étaient vraiment distinctes avec des pouvoirs distincts. De plus, les personnages dans Outriders, on avait une évolution intéressante, un arbre de compétences intéressant, ce qui n'est pas le cas ici. Alors apparemment, on peut quand même améliorer ses armes, c'est-à-dire que les armes, on peut les faire évoluer. Bon, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'ici pour l'instant, mais je trouve que c'est quand même plus limité de ce côté-là, ainsi que du côté du loot. Le loot dans Outriders, il y en avait énormément, là il y en a moins. Donc même si Outriders c'est un monde semi-ouvert et un TPS, la comparaison de ce jeu-là avec Outriders est difficile pour ce jeu-là. D'autant plus que le mode campagne, vous démarrez la nuit, alors ça c'est difficilement compréhensible aussi. Heureusement il y a le mode exploration, parce que quand j'ai commencé par le mode campagne, l'histoire finalement. Et la première mission que vous faites, vous tombez la nuit dans un décor donc nocturne, donc vous voyez pas grand chose du décor, ce qui est un peu et des ennemis, ce qui est un peu dommage. C'est-à-dire que la première impression du jeu que vous allez avoir, c'est finalement pas grand chose. Ça va pas vous casser la rétine comme on dit. Ce qui est intéressant dans un jeu, c'est justement le début. Outriders, certes la technique pêche un petit peu, mais quand même, c'est correct quand même, et surtout, on était 2 jours, on arrivait, on découvrait le monde, on découvrait ce qu'il y avait d'étrange à ce monde, j'en dirai pas plus, et également les créatures, etc. 2 jours, donc on pouvait être curieux pour la suite. Là, c'est tout noir, je vous dis, même les ennemis, on les voit difficilement. Je trouve dommage d'avoir commencé la campagne de nuit. Heureusement, il y a le mode exploration. Le mode exploration est un peu plus facile, je le précise. J'ai pu avancer beaucoup plus dans le mode exploration. Et surtout, ces 2 jours, vous pouvez découvrir le monde. Vous pouvez profiter pour voir un peu le monde tel qu'il est. Et je vous le dis, rien de révolutionnaire à l'horizon. Donc moi, vous avez compris que je vais plutôt me retourner vers The Returnal sur PS5 pour l'instant, puisqu'il va sortir, là, il sort tout de suite. Donc je vais aller l'acheter justement. Quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai probablement, du moins j'espère. Et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard, peut-être dimanche, ou alors la semaine prochaine si je peux. Et pour ce jeu-là, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. On peut s'amuser, hein. À 3, je pense que c'est assez fun, mais tout seul, je pense qu'il y a des problèmes d'optimisation en termes de difficulté, et aussi en termes de variété, en qualité graphique. Bref, c'est pas le jeu de l'année pour moi. Et venons-en à The Medium. Et oui, j'ai fini The Medium. Vous savez que j'ai arrêté pendant un petit moment, parce que je trouvais qu'il était un peu trop enquête, point and click. C'est un jeu d'horreur psychologique, certes, mais je trouvais que il manquait un peu d'action. Alors, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, tout simplement. Je vais commencer par les défauts, et puis après, les qualités. Alors, il n'y aura pas de spoil, hein, je vous le dis tout de suite, donc vous pouvez regarder cette vidéo jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Les défauts, pour moi, sont simples, c'est que c'est point and click un peu trop, comme je vous expliquais, hein, voilà. La caméra aussi figée, c'est-à-dire c'est des plans, là, vous ne pouvez pas tourner, c'est vous suivez la caméra et figée par les développeurs. Alors oui, ça peut donner une certaine ambiance, mais je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir la liberté de vue. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est beaucoup d'enquêtes, pas assez d'action à mon goût. Donc ça c'est pour moi, je dis bien pour moi, c'est un défaut, même si c'est le style de jeu, je comprends que ce soit le style de jeu. Et je dirais un dernier point,
on va dire, la technique. C'est-à-dire que les déplacements du personnage sont quand même pas terribles, il faut bien l'avouer. Alors je sais, c'est un jeu point and click, etc. Mais quand même, ils auraient pu être plus fluides, mieux faits. Par exemple, quand on court, j'ai l'impression qu'on est chargé d'un gilet avec 15 kg de plomb. C'est pas la grande course, c'est pas vraiment dynamique, c'est pas vraiment réaliste. Mais il y a beaucoup de qualité à ce jeu. Et oui, la première qualité, c'est l'ambiance. Il y a une vraie ambiance, il y a une vraie patte graphique particulière qui sert excellemment bien ce jeu d'horreur psychologique. Bloober Team a vraiment réussi de ce côté-là. Je trouve qu'il y a même des scènes qui sont vraiment très très belles. Je précise qu'il est fait d'ailleurs sur Unreal Engine 4, tout comme Outriders, et je trouve que de ce côté-là, techniquement parlant, il est mieux réussi qu'Outriders. Alors je sais, ce n'est pas les mêmes jeux, mais c'est fait sous le même moteur de jeu, et finalement on peut dire que le travail de Bloober Team a été excellent côté visuel. Même si, attention, dans un cas vous êtes dans un monde semi-ouvert, Outriders, dans l'autre cas vous êtes dans un monde plutôt fermé, donc la programmation n'est pas tout à fait la même, mais très très joli visuellement pour les décors. La troisième qualité, parce que finalement la qualité des décors plus l'ambiance c'est deux qualités, la troisième qualité, eh bien c'est surtout l'histoire. Il y a une vraie histoire, une histoire avec des retournements de situation, une histoire profonde, une histoire psychologique, avec des vrais personnages. Voilà, c'est une histoire, grosso modo, hein, c'est une longue histoire que vous allez suivre et que vous allez vivre avec Marianne. Et la quatrième qualité, je vais y venir aussi, c'est la cinématique de fin. Alors il y a plusieurs cinématiques, mais la cinématique de fin est vraiment magnifique. La fin est juste magnifique et juste magique. Il y a toute une partie vers la fin, donc je ne raconte rien, hein, pas de spoil, mais qui dure à peu près une demi-heure, qui est juste magique, je dirais. Assez, voilà, qui prend au trip comme on dit, et donc ça c'était vraiment une très 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 belle partie que j'ai beaucoup appréciée et qui a rehaussé le jeu et qui m'a dit que j'avais bien fait d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, si vous n'êtes pas effrayé par les point and click, par les jeux d'enquête où l'action n'est pas omniprésente, eh bien écoutez, ce jeu-là d'horreur psychologique est vraiment très très intéressant car l'histoire, je vous répète, est profonde et puis voilà, la fin est juste magique. Pour finir, je vais vous faire un JVD Top ce week-end, et oui, peut-être samedi ou dimanche, encore un. Vous avez bien apprécié le précédent, et j'espère que vous apprécierez celui-ci. Ça va vous expliquer comment les usines de process ne perdent pas des centaines de millions, vous avez bien entendu, des centaines de millions de dollars en fabriquant des plaquettes de silicium, vos APU, vos GPU, vos CPU, à cause de la défectivité, et comment ils font pour vérifier à tout moment que la défectivité n'affecte pas les APU, les CPU, les GPU, vos puces que vous avez dans vos consoles, dans vos cartes graphiques ou dans vos ordinateurs. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!